Le vicomte de Bragelonne, partie 8, chapitre 32. Comment Athos et D'Artagnan se retrouvent encore une fois à l'hôtellerie de la Corne du Cerf. Le roi d'Angleterre fit son entrée en grande pompe à Douvres, puis à Londres. Il avait mandé ses frères, il avait amené sa mère et sa sœur. L'Angleterre était depuis si longtemps livrée à elle-même, c'est-à-dire à la tyrannie, à la médiocrité et à la déraison, que ce retour du roi Charles II, que les Anglais ne connaissaient cependant que comme le fils d'un homme auquel ils avaient coupé la tête, fut une fête pour les trois royaumes. Aussi, tous ces vœux, toutes ces acclamations qui accompagnaient son retour, frappèrent tellement le jeune roi qu'il se pencha à l'oreille de Jack d'York, son jeune frère, pour lui dire « En vérité, Jack, il me semble que c'est bien notre faute si nous avons été si longtemps absents d'un pays où l'on nous aime tant. » Le cortège fut magnifique. Un admirable temps favorisait la solennité. Charles avait repris toute sa jeunesse, toute sa belle humeur. Il semblait transfiguré. Les cœurs lui riaient comme le soleil. Dans cette foule bruyante de courtisans et d'adorateurs, qui ne semblaient pas se rappeler qu'ils avaient conduit à l'échafaud de Whitehall le père du nouveau roi, un homme, en costume de lieutenant de mousquetaire, regardait, le sourire sur ses lèvres minces et spirituelles, tantôt le peuple qui vociférait ses bénédictions, tantôt le prince qui jouait l'émotion et qui saluait surtout les femmes dont les bouquets venaient tomber sous les pieds de son cheval. « Quel beau métier que celui de roi, disait cet homme, entraîné dans sa contemplation et si bien absorbé qu'il s'arrêta au milieu du chemin, laissant défiler le cortège. Voici en vérité un prince cousu d'or et de diamants comme un Salomon, émaillé de fleurs comme une prairie printanière. Il va puiser à pleine main dans l'immense coffre où ses sujets très fidèles aujourd'hui, naguère très infidèles, lui ont amassé une ou deux charretées de lingots d'or. On lui jette des bouquets à l'enfouir dessous, et il y a 2 mois, s'il se fut présenté, on lui eût envoyé autant de boulets et de balles qu'aujourd'hui on lui envoie des fleurs. Décidément, c'est quelque chose que de naître d'une certaine façon, n'en déplaise aux vilains qui prétendent que peu leur importe de naître vilains. Le cortège défilait toujours, et, avec le roi, les acclamations commençaient à s'éloigner dans la direction du palais, ce qui n'empêchait pas notre officier d'être fort bousculé. « Mordiou !» continuait le raisonneur, « voilà bien des gens qui me marchent sur les pieds et qui me regardent comme fort peu, ou plutôt comme rien du tout, attendu qu'ils sont anglais et que je suis français. Si l'on demandait à tous ces gens-là « Qu'est-ce que monsieur d'Artagnan ?» ils répondraient « Nescio vos !» Mais qu'on leur dise « Voilà le roi qui passe, voilà monsieur Monk qui passe », ils vont hurler « Vive le roi, vive monsieur Monk !» jusqu'à ce que leurs poumons leur refusent le service. Cependant, continua-t-il en regardant de ce regard si fin et parfois si fier s'écouler la foule, cependant, réfléchissez un peu, bonnes gens, à ce que votre roi Charles a fait, à ce que monsieur Monk a fait, puis songez à ce qu'a fait ce pauvre inconnu qu'on appelle monsieur d'Artagnan. Il est vrai que vous ne le savez pas, puisqu'il est inconnu, ce qui vous empêche peut-être de réfléchir. Mais, bah, qu'importe. Ce n'empêche pas Charles II d'être un grand roi, quoiqu'il ait été exilé 12 ans, et monsieur Monk d'être un grand capitaine, quoiqu'il ait fait le voyage de France dans une boîte. Or donc, puisqu'il est reconnu comme l'un est un grand roi et l'autre un grand capitaine, « Hooray for the King Charles II! Hooray for the Captain Monk !» Et sa voix se mêla aux voix des milliers de spectateurs, qu'elle domina un moment, et, pour mieux faire l'homme dévoué, il leva son feutre en l'air. Quelqu'un lui arrêta le bras au beau milieu de son expansif loyalisme. On appelait ainsi, en 1660, ce qu'on appelle aujourd'hui royalisme. « Athos !» s'écria d'Artagnan. « Vous ici ?» Et les 2 amis s'embrassèrent. « Vous ici !» Et étant ici, continua le mousquetaire, vous n'êtes pas au milieu de tous les courtisans, mon cher comte ? Quoi ? Vous le héros de la fête ? Vous ne chevauchez pas au côté gauche de sa majesté restaurée ?
comme monsieur Monk chevauche à son côté droit? En vérité, je ne comprends rien à votre caractère, ni à celui du prince qui vous doit tant. Toujours railleur, mon cher d'Artagnan, dit Athos. Ne vous corrigerez-vous donc jamais de ce vilain défaut? Mais enfin, vous ne faites point partie du cortège? Je ne fais point partie du cortège parce que je ne l'ai point voulu. Et pourquoi ne l'avez-vous point voulu? Parce que je ne suis ni envoyé, ni ambassadeur, ni représentant du roi de France, et qu'il ne me convient pas de me montrer ainsi près d'un autre roi que Dieu ne m'a pas donné pour maître. Mordiou! Vous vous montriez bien près du roi son père. C'est autre chose, ami. Celui-là allait mourir. Et cependant, ce que vous avez fait pour celui-ci, je l'ai fait parce que je devais le faire. Mais vous le savez, je déplore toute ostentation. Que le roi Charles II, qui n'a plus besoin de moi, me laisse donc maintenant dans mon repos et dans mon ombre. C'est tout ce que je réclame de lui. D'Artagnan soupira. « Qu'avez-vous » lui dit Athos. « On dirait que cet heureux retour du roi à Londres vous attriste, mon ami. Vous qui cependant avez fait au moins autant que moi pour sa majesté. »« N'est-ce pas » répondit d'Artagnan en riant de son rire gascon, « que j'ai fait aussi beaucoup pour sa majesté, sans que l'on s'en doute ?»« Oh oui » s'écria Athos, « et le roi le sait bien, mon ami. »« Il le sait, » fit amèrement le mousquetaire. « Par ma foi, je ne m'en doutais pas, et je tâchais même en ce moment de l'oublier. Mais lui, mon ami, n'oubliera point, je vous en réponds. Vous me dites cela pour me consoler un peu, Athos. Et de quoi? Mordiou, de toutes les dépenses que j'ai faites. Je me suis ruiné, mon ami, ruiné pour la restauration de ce jeune prince qui vient de passer en cabriolant sur son cheval Isabelle. Le roi ne sait pas que vous vous êtes ruiné, mon ami, mais il sait qu'il vous doit beaucoup. Cela m'avance-t-il en quelque chose, Athos? Dites. Car enfin, je vous rends justice, vous avez noblement travaillé. Mais moi qui, en apparence, ai fait manquer votre combinaison, c'est moi qui en réalité l'ai fait réussir. Suivez bien mon calcul. Vous n'eussiez peut-être pas, par la persuasion et la douceur, convaincu le général Monk, tandis que moi, je l'ai si rudement mené, ce cher général, que j'ai fourni à votre prince l'occasion de se montrer généreux. Cette générosité lui a été inspirée par le fait de ma bienheureuse bévue. Charles se la voit payée par la restauration que Monk lui a faite. Tout cela, cher ami, est d'une vérité frappante, répondit Athos. Eh bien, toute frappante qu'est cette vérité, il n'en est pas moins vrai, cher ami, que je m'en retournerai, fort chéri de monsieur Monk, qui m'appelle « My dear Captain » toute la journée, bien que je ne sois ni son cher, ni capitaine, et fort apprécié du roi, qui a déjà oublié mon nom. Il n'en est pas moins vrai, dis-je, que je m'en retournerai dans ma belle patrie, maudit par les soldats que j'avais levés dans l'espoir d'une grosse solde, maudit du brave Planchet, à qui j'ai emprunté une partie de sa fortune. Comment cela? Et que diable vient faire Planchet dans tout ceci? Eh oui, mon cher, ce roi si pimpant, si souriant, si adoré, monsieur Monk se figure l'avoir rappelé, vous vous figurez l'avoir soutenu, je me figure l'avoir ramené, le peuple se figure l'avoir reconquis, lui-même se figure avoir négocié de façon à être restauré, et rien de tout cela n'est vrai, cependant. Charles II, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, a été remis sur son trône par un épicier de France qui demeure rue des Lombards et qu'on appelle Planchet. Ce que c'est que la grandeur. Vanité, dit l'Écriture. Vanité. Tout est vanité. Athos ne put s'empêcher de rire de la boutade de son ami. « Cher d'Artagnan, dit-il en lui serrant affectueusement la main, ne seriez-vous plus philosophe? N'est-ce plus pour vous une satisfaction que de m'avoir sauvé la vie comme vous le fîtes en arrivant si heureusement avec Monk, quand ces damnés parlementaires voulaient me brûler vif? » « Voyons, voyons, dit d'Artagnan, vous l'aviez un peu mérité, cette brûlure, mon cher comte. Comment? Pour avoir sauvé le million du roi Charles? Quel million? Ah, c'est vrai, vous n'avez jamais su cela, vous, mon ami. Mais il ne faut pas m'en vouloir, ce n'était pas mon secret. Ce mot « remember » que le roi Charles a prononcé sur l'échafaud. Et qui veut dire « souviens-toi ». Parfaitement. Ce mot signifiait « souviens-toi qu'il y a 1 million enterré dans les caves de Newcastle, et que ce million appartient à mon fils. »
Ah, très bien, je comprends. Mais ce que je comprends aussi, et ce qu'il y a d'affreux, c'est que, chaque fois que Sa Majesté Charles II pensera à moi, il se dira « Voilà un homme qui a cependant manqué me faire perdre ma couronne. Heureusement, j'ai été généreux, grand, plein de présence d'esprit. Voilà ce que dira de moi et de lui ce jeune gentilhomme au pourpoint noir très râpé qui vint au château de Blois, son chapeau à la main, me demander si je voulais bien lui accorder entrée chez le roi de France. »« D'Artagnan, D'Artagnan, dit Athos en posant sa main sur l'épaule du mousquetaire, vous n'êtes pas juste. J'en ai le droit ? Non, car vous ignorez l'avenir. D'Artagnan regarda son ami entre les yeux et se mit à rire. En vérité, mon cher Athos, dit-il, vous avez des mots superbes que je n'ai connus qu'à vous et à monsieur le cardinal Mazarin. Athos fit un mouvement. Pardon, continua D'Artagnan en riant, pardon si je vous offense. L'avenir, les jolis mots que les mots qui promettent, et comme ils remplissent bien la bouche à défaut d'autre chose. Mordiou, après en avoir tant trouvé qui promettent, quand donc en trouverai-je un qui donne ? Mais laissons cela, continua D'Artagnan. Que faites-vous ici, mon cher Athos ? Êtes-vous trésorier du roi ? Comment, trésorier du roi ? Oui, puisque le roi possède 1 million, il lui faut un trésorier. Le roi de France, qui est sans un sou, a bien un surintendant des finances, M. Fouquet. Il est vrai qu'en échange, M. Fouquet a bon nombre de millions, lui. Oh, notre million est dépensé depuis longtemps, dit à son tour en riant Athos. Je comprends. Il a passé en satin, en pierreries, en velours et en plumes de toute espèce et de toute couleur. Tous ces princes et toutes ces princesses avaient grand besoin de tailleurs et de lingères. Et, Athos, vous souvenez-vous de ce que nous dépensâmes pour nous équiper, nous autres, lors de la campagne de La Rochelle, et pour faire aussi notre entrée à cheval ? 2 ou 3 000 livres, par ma foi. Mais un corsage de roi est plus ample, et il faut 1 million pour en acheter l'étoffe. Au moins, dites, Athos, si vous n'êtes pas trésorier, vous êtes bien en cour. Foi de gentilhomme, je n'en sais rien, répondit simplement Athos. Allons donc, vous n'en savez rien. Non, je n'ai pas revu le roi depuis Douvres. Alors c'est qu'il vous a oublié aussi, mordiou. C'est régalant. Sa Majesté a eu tant d'affaires. Oh, s'écria D'Artagnan, avec une de ces spirituelles grimaces comme lui seul savait en faire. Voilà, sur mon honneur, que je me reprends d'amour pour Monsignor Giulio Mazarini. Comment, mon cher Athos, le roi ne vous a pas revu ? Non. Et vous n'êtes pas furieux ? Moi ? Pourquoi ? Est-ce que vous vous figurez, mon cher D'Artagnan, que c'est pour le roi que j'ai agi de la sorte ? Je ne le connais pas, ce jeune homme. J'ai défendu le père, qui représentait un principe sacré pour moi, et je me suis laissé aller vers le fils, toujours par sympathie, pour ce même principe. Au reste, c'était un digne chevalier, une noble créature mortelle, que ce père. Vous vous le rappelez ? C'est vrai, un brave et excellent homme, qui fit une triste vie, mais une bien belle mort. Eh bien, mon cher D'Artagnan, comprenez ceci. À ce roi, à cet homme de cœur, à cet ami de ma pensée, si j'ose le dire, je jurais, à l'heure suprême, de conserver fidèlement le secret d'un dépôt qui devait être remis à son fils pour l'aider dans l'occasion. Ce jeune homme m'est venu trouver. Il m'a raconté sa misère. Il ignorait que je fusse autre chose pour lui qu'un souvenir vivant de son père. J'ai accompli envers Charles II ce que j'avais promis à Charles Ier. Voilà tout. Que m'importe donc qu'il soit ou non reconnaissant ? C'est à moi que j'ai rendu service en me délivrant de cette responsabilité, et non à lui. J'ai toujours dit, répondit D'Artagnan avec un soupir, que le désintéressement était la plus belle chose du monde. Eh bien quoi, cher ami, reprit Athos, vous-même n'êtes-vous pas dans la même situation que moi ? Si j'ai bien compris vos paroles, vous vous êtes laissé toucher par le malheur de ce jeune homme. C'est de votre part bien plus beau que de la mienne, car moi, j'avais un devoir à accomplir, tandis que vous ne deviez absolument rien au fils du martyr. Vous n'aviez pas, vous, à lui payer le prix de cette précieuse goutte de sang qu'il laissa tomber sur mon front du plancher de son échafaud. Ce qui vous a fait agir, vous, c'est le cœur uniquement, le cœur noble et bon que vous avez sous votre apparent scepticisme, sous votre sarcastique ironie. Vous avez engagé la fortune d'un serviteur, la vôtre peut-être, je vous en soupçonne, bienfaisant avare.
et l'on méconnaît votre sacrifice. Qu'importe, voulez-vous rendre à Planchet son argent? Je comprends cela, mon ami, car il ne convient pas qu'un gentilhomme emprunte à son inférieur sans lui rendre capital et intérêt. Eh bien, je vendrai l'affaire s'il le faut, ou, s'il n'est besoin, quelques petites fermes. Vous payerez Planchet, et il restera, croyez-moi, encore assez de grains pour nous deux et pour Raoul dans mes greniers. De cette façon, mon ami, vous n'aurez d'obligation qu'à vous-même, et si je vous connais bien, ce ne sera pas pour votre esprit une mince satisfaction que de vous dire « J'ai fait un roi ». Ai-je raison ? Athos, Athos, murmura d'Artagnan, rêveur. Je vous l'ai dit une fois, le jour où vous prêcherez, j'irai au sermon. Le jour où vous me direz qu'il y a un enfer, mordieu, j'aurai peur du gril et des fourches. Vous êtes meilleur que moi, ou plutôt meilleur que tout le monde, et je ne me reconnais qu'un mérite, celui de n'être pas jaloux. Or ce défaut, Dieu me damne. Comme disent les Anglais, j'ai tous les autres. Je ne connais personne qui vaille d'Artagnan, répliqua Athos. Mais nous voici arrivés, tout doucement, à la maison que j'habite. Voulez-vous entrer chez moi, mon ami ? Mais c'est la taverne de la Corne du Cerf, ce me semble, dit d'Artagnan. Je vous avoue, mon ami, que je l'ai un peu choisi pour cela. J'aime les anciennes connaissances. J'aime à m'asseoir à cette place où je me suis laissé tomber tout abattu de fatigue, tout abîmé de désespoir, lorsque vous revîntes le 30 janvier au soir. Après avoir découvert la demeure du bourreau masqué, oui, ce fut un terrible jour. Venez donc alors, dit Athos en l'interrompant. Ils entrèrent dans la salle autrefois commune. La taverne en général, et cette salle commune en particulier, avaient subi de grandes transformations. L'ancien hôte des mousquetaires, devenu assez riche pour un hôtelier, avait fermé boutique et fait de cette salle dont nous parlions un entrepôt de denrées coloniales. Quant au reste de la maison, il le louait tout meublé aux étrangers. Ce fut avec une indicible émotion que d'Artagnan reconnut tous les meubles de cette chambre du premier étage, les boiseries, les tapisseries, et jusqu'à cette carte géographique que Porthos étudiait si amoureusement dans ses loisirs. « Il y a 11 ans, s'écria d'Artagnan. « Mordieu, il me semble qu'il y a un siècle. »« Et à moi, qu'il y a un jour, » dit Athos. « Voyez-vous la joie que j'éprouve, mon ami, à penser que je vous tiens là, que je serre votre main, que je puis jeter bien loin l'épée et le poignard, toucher sans défiance à ce flacon de Xérès ? Oh, cette joie, en vérité, je ne pourrais vous l'exprimer que si nos deux amis étaient là, aux deux angles de cette table, et Raoul, mon bien-aimé Raoul, sur le seuil, à nous regarder avec ses grands yeux si brillants et si doux. Oui, oui, dit d'Artagnan, fort ému, c'est vrai. J'approuve surtout cette première partie de votre pensée. Il est doux de sourire là où nous avons si légitimement frissonné, en pensant que d'un moment à l'autre, M. Mordaunt pouvait apparaître sur le palier. En ce moment, la porte s'ouvrit, et d'Artagnan, tout brave qu'il était, ne put retenir un léger mouvement d'effroi. Athos le comprit et souriant. « C'est notre hôte, dit-il, qui m'apporte quelques lettres. »« Oui, milord, dit le bonhomme, j'apporte en effet une lettre à votre honneur. »« Merci, dit Athos, prenant la lettre sans regarder. »« Dites-moi, mon cher hôte, vous ne reconnaissez pas monsieur ?» Le vieillard leva la tête et regarda attentivement d'Artagnan. « Non, dit-il. »« C'est, dit Athos, un de ses amis dont je vous ai parlé et qui logeait ici avec moi il y a 11 ans. »« Oh, dit le vieillard, il a logé ici tant d'étrangers. »« Mais nous y logions, nous, le 30 janvier 1649, ajouta Athos, croyant stimuler par cet éclaircissement la mémoire paresseuse de l'hôte. « C'est possible, répondit-il en souriant, mais il y a si longtemps. » Il salua et sortit. « Merci, dit d'Artagnan. Faites des exploits, accomplissez des révolutions, essayez de graver votre nom dans la pierre ou sur l'airain avec de fortes épées. Il y a quelque chose de plus rebelle, de plus dur, de plus oublieux que le fer, l'airain et la pierre. C'est le crâne vieilli du premier logeur enrichi dans son commerce. Il ne me reconnaît pas ? Eh bien, moi, je l'eusse vraiment reconnu.
Athos, tout en souriant, décachetait la lettre. « Ah, dit-il, une lettre de Paris. »« Oh, oh, fit d'Artagnan, lisez, mon ami, lisez, elle contient sans doute du nouveau. » Athos secoua la tête et lut. « Monsieur le comte, le roi a éprouvé bien du regret de ne pas vous voir aujourd'hui près de lui à son entrée. Sa Majesté me charge de vous le mander et de la rappeler à votre souvenir. Sa Majesté attendra votre honneur ce soir même au palais de Saint-James entre 9 et 11 heures. Je suis avec respect, monsieur le comte, de votre honneur, le très humble et très obéissant serviteur, Paris. Vous le voyez, mon cher d'Artagnan, dit Athos, il ne faut pas désespérer du cœur des rois. Non, désespérez pas, vous avez raison, repartit d'Artagnan. Oh, cher, bien cher ami, reprit Athos, à qui l'imperceptible amertume de d'Artagnan n'avait pas échappé. Pardon. Aurais-je blessé, sans le vouloir, mon meilleur camarade ? Vous êtes fou, Athos. Et la preuve, c'est que je vais vous conduire jusqu'au château, jusqu'à la porte Sentant. Cela me promènera. Vous entrerez avec moi, mon ami. Je veux dire à Sa Majesté... Allons donc, répliqua d'Artagnan, avec une fierté vraie et pure de tout mélange. S'il est quelque chose de pire que de mendier soi-même, c'est de faire mendier par les autres. Ça, partons, mon ami, la promenade sera charmante. Je veux, en passant, vous montrer la maison de Monsieur Monk, qui m'a retiré chez lui. Une belle maison, ma foi. Être général en Angleterre rapporte plus que d'être maréchal en France, savez-vous ? Athos se laissa emmener, tout triste de cette gaieté qu'affectait d'Artagnan. Toute la ville était dans l'allégresse. Les deux amis se heurtaient à chaque moment contre des enthousiastes qui leur demandaient, dans leur ivresse, de crier « Vive le bon roi Charles !» D'Artagnan répondait par un grognement et Athos par un sourire. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la maison de Monk, devant laquelle, comme nous l'avons dit, il fallait passer, en effet, pour se rendre au palais de Saint-James. Athos et d'Artagnan parlèrent peu durant la route, par cela même qu'ils eussent eu sans doute trop de choses à se dire s'ils eussent parlé. Athos pensait que, parlant, il semblerait témoigner de la joie, et que cette joie pourrait blesser d'Artagnan. Celui-ci, de son côté, craignait, en parlant, de laisser percer une aigreur qui le rendrait gênant pour Athos. C'était une singulière émulation de silence entre le contentement et la mauvaise humeur. D'Artagnan céda le premier à cette démangeaison qu'il éprouvait d'habitude à l'extrémité de la langue. « Vous rappelez-vous, Athos, dit-il, le passage des mémoires de d'Aubigné, dans lequel ce dévoué serviteur, gascon comme moi, pauvre comme moi, et j'allais presque dire brave comme moi, raconte les ladreries de Henri IV ? Mon père m'a toujours dit, je m'en souviens, que M. d'Aubigné était menteur. Mais pourtant, examiné comme tous les princes issus du grand Henri, chasse de race. « Allons, allons, d'Artagnan, dit Athos. Les rois de France avares ? Vous êtes fou, mon ami. Oh, vous ne convenez jamais des défauts d'autrui, vous qui êtes parfait. Mais en réalité, Henri IV était avare. Louis XIII, son fils, l'était aussi. Nous en savons quelque chose, n'est-ce pas ? Gaston poussait ce vice à l'exagération, et s'est fait sous ce rapport détester de tout ce qui l'entourait. Henriette, pauvre femme, a bien fait d'être avare, elle qui ne mangeait pas tous les jours et ne se chauffait pas tous les ans. Et c'est un exemple qu'elle a donné à son fils Charles II, petit-fils du grand Henri IV, avare comme sa mère et comme son grand-père. Voyons, ai-je bien déduit la généalogie des avares ? D'Artagnan, mon ami, s'écria Athos, vous êtes bien rude pour cette race d'aigles qu'on appelle les Bourbons. Et j'oubliais le plus beau, l'autre petit-fils du Béarnais, Louis XIV, mon ex-maître. Mais j'espère qu'il est avare, celui-là qui n'a pas voulu prêter 1 million à son frère Charles. Bon, je vois que vous vous fâchez. Nous voilà, par bonheur, près de ma maison, ou plutôt près de celle de mon ami Monsieur Monk. Cher d'Artagnan, vous ne me fâchez point, vous m'attristez. Il est cruel, en effet, de voir un homme de votre mérite à côté de la position que ses services lui eussent dû acquérir. Il me semble que votre nom, cher ami, est aussi radieux que les plus beaux noms de guerre et de diplomatie.
Dites-moi si les Luynes, si les Bellegarde et les Bassompierre ont mérité comme nous la fortune et les honneurs. Vous avez raison, 100 fois raison, mon ami. » D'Artagnan soupira et, précédant son ami sous le porche de la maison que Monk habitait au fond de la cité, « Permettez, dit-il, que je laisse chez moi ma bourse, car si, dans la foule, ces adroits filous de Londres, qui nous sont fort vantés, même à Paris, me volaient le reste de mes pauvres écus, je ne pourrais plus retourner en France. Or, content je suis parti de France, et fou de joie j'y retourne, attendu que toutes mes préventions d'autrefois contre l'Angleterre me sont revenues, accompagnées de beaucoup d'autres. » Athos ne répondit rien. « Ainsi donc, cher ami, lui dit d'Artagnan, une seconde et je vous suis. Je sais bien que vous êtes pressé d'aller là-bas recevoir vos récompenses, mais, croyez-le bien, je ne suis pas moins pressé de jouir de votre joie, quoique de loin. Attendez-moi. » Et d'Artagnan franchissait déjà le vestibule lorsqu'un homme, moitié valet, moitié soldat, qui remplissait chez Monk les fonctions de portier et de garde, arrêta notre mousquetaire en lui disant en anglais « Pardon, milord d'Artagnan. » « Eh bien, répliqua celui-ci, quoi ? Est-ce que le général aussi me congédie ? Il ne me manque plus que d'être expulsé par lui. » Ces mots, dits en français, ne touchèrent nullement celui à qui on les adressait et qui ne parlait qu'un anglais mêlé de l'écossais le plus rude. Mais Athos en fut navré, car d'Artagnan commençait à avoir l'air d'avoir raison. L'anglais montra une lettre à d'Artagnan. « From the General » dit-il. « Bien, c'est cela. Mon congé, » répliqua le Gascon. « Faut-il lire, Athos ? » « Vous devez vous tromper, » dit Athos, « ou je ne connais plus d'honnêtes gens que vous et moi. » D'Artagnan haussa les épaules et décacheta la lettre, tandis que l'anglais impassible approchait de lui une grosse lanterne dont la lumière devait l'aider à lire. « Eh bien, qu'avez-vous ? » dit Athos, voyant changer la physionomie du lecteur. « Tenez, lisez vous-même, » dit le mousquetaire. Athos prit le papier et lut. « Monsieur d'Artagnan, le roi a regretté bien vivement que vous ne fussiez pas venu à Saint-Paul avec son cortège. Sa Majesté dit que vous lui avez manqué, comme vous me manquiez aussi à moi, cher capitaine. Il n'y a qu'un moyen de réparer tout cela. Sa Majesté m'attend à 9 heures au palais de Saint-James. Voulez-vous vous y trouver en même temps que moi ? Sa très gracieuse Majesté vous fixe 7 heures pour l'audience qu'elle vous accorde. » La lettre était de Monk. Chapitre 33. L'audience. « Eh bien, » s'écria Athos avec un doux reproche lorsque d'Artagnan eut lu la lettre qui lui était adressée par Monk. « Eh bien, » dit d'Artagnan, rouge de plaisir et un peu de honte de s'être tant pressé d'accuser le roi et Monk. « C'est une politesse, qui n'engage à rien, c'est vrai, mais enfin, c'est une politesse. »« J'avais bien de la peine à croire le jeune prince ingrat, » dit Athos. « Le fait est que son présent est bien près encore de son passé, » répliqua d'Artagnan. « Mais enfin, jusqu'ici tout me donnait raison. »« J'en conviens, cher ami, j'en conviens. Ah, voilà votre bon regard revenu. Vous ne sauriez croire combien je suis heureux. »« Ainsi, voyez, dit d'Artagnan, Charles II reçoit M. Monk à 9 heures, moi, il me recevra à 10 heures. C'est une grande audience, de celle que nous appelons au Louvre distribution d'eau bénite de cour. Allons nous mettre sous la gouttière, mon cher ami. Allons. » Athos ne lui répondit rien, et tous deux se dirigèrent, en pressant le pas, vers le palais de Saint-James, que la foule envahissait encore, pour apercevoir aux vitres les ombres des courtisans et les reflets de la personne royale. 8 heures sonnaient quand les deux amis prirent place dans la galerie pleine de courtisans et de solliciteurs. Chacun donna un coup d'œil à ses habits simples et de forme étrangère, à ces deux têtes si nobles, si pleines de caractère et de signification. De leur côté, Athos et d'Artagnan, après avoir en 2 regards mesuré toute cette assemblée, se remirent à causer ensemble. Un grand bruit se fit tout à coup aux extrémités de la galerie. C'était le général Monk qui entrait, suivi de plus de 20 officiers qui quêtaient un de ses sourires, car il était la veille encore maître de l'Angleterre, et on supposait un beau lendemain aux restaurateurs de la famille des Stuart. « Messieurs, dit Monk, en se détournant, désormais, je vous prie,
Souvenez-vous que je ne suis plus rien. Naguère encore je commandais la principale armée de la République. Maintenant cette armée est au roi, entre les mains de qui je vais remettre, d'après son ordre, mon pouvoir d'hier. » Une grande surprise se peignit sur tous les visages, et le cercle d'adulateurs et de suppliants qui serrait Monk l'instant d'auparavant s'élargit peu à peu et finit par se perdre dans les grandes ondulations de la foule. Monk allait faire antichambre comme tout le monde. D'Artagnan ne put s'empêcher d'en faire la remarque au comte de la Fère, qui fronça le sourcil. Soudain, la porte du cabinet de Charles s'ouvrit, et le jeune roi parut, précédé de 2 officiers de sa maison. « Bonsoir, messieurs, dit-il. Le général Monk est-il ici ? »« Me voici, sire, répliqua le vieux général. Charles courut à lui et lui prit les mains avec une fervente amitié. « Général, dit tout haut le roi, je viens de signer votre brevet. Vous êtes duc d'Albermale, et mon intention est que nul ne vous égale en puissance et en fortune dans ce royaume, où le noble Montrose excepté, nul ne vous a égalé en loyauté, en courage et en talent. Messieurs, le duc est commandant général de nos armées de terre et de mer. Rendez-lui vos devoirs, s'il vous plaît, en cette qualité. » Tandis que chacun s'empressait auprès du général, qui recevait tous ces hommages sans perdre un instant son impassibilité ordinaire, D'Artagnan dit à Athos : « Quand on pense que ce duché, ce commandement des armées de terre et de mer, toutes ces grandeurs, en un mot, ont tenu dans une boîte de 6 pieds de long sur 3 pieds de large. »« Ami, répliqua Athos, de bien plus imposantes grandeurs tiennent dans des boîtes moins grandes encore. Elles renferment pour toujours. » Tout à coup, Monk aperçut les 2 gentilshommes qui se tenaient à l'écart, attendant que le flot se fût retiré. Il se fit passage et alla vers eux, en sorte qu'il les surprit au milieu de leurs philosophiques réflexions. « Vous parliez de moi, dit-il avec un sourire. « Milord, répondit Athos, nous parlions aussi de Dieu. » Monk réfléchit un moment et reprit gaiement. « Messieurs, parlons aussi un peu du roi, s'il vous plaît, car vous avez, je crois, audience de sa majesté. »« À 9 heures, dit Athos. »« À 10 heures, dit D'Artagnan. »« Entrons tout de suite dans ce cabinet, répondit Monk, faisant signe à ses 2 compagnons de le précéder, ce à quoi ni l'un ni l'autre ne voulut consentir. Le roi, pendant ce débat tout français, était revenu au centre de la galerie. « Oh, mes Français, dit-il, de ce ton d'insouciante gaieté que, malgré tant de chagrin et de traverses, il n'avait pu perdre. Les Français, ma consolation. » Athos et D'Artagnan s'inclinèrent. « Duc, conduisez ces messieurs dans ma salle d'études. Je suis à vous, messieurs, ajouta-t-il en français. Et il expédia promptement sa cour pour revenir à ses Français, comme il les appelait. « Monsieur D'Artagnan, dit-il en entrant dans son cabinet, je suis aise de vous revoir. Sire, ma joie est au comble de saluer votre majesté dans son palais de Saint-James. Monsieur, vous m'avez voulu rendre un bien grand service, et je vous dois de la reconnaissance. Si je ne craignais pas d'empiéter sur les droits de notre commandant général, je vous offrirais quelques postes dignes de vous près de notre personne. »« Sire, répliqua D'Artagnan, j'ai quitté le service du roi de France en faisant à mon prince la promesse de ne servir aucun roi. »« Allons, dit Charles, voilà qui me rend très malheureux. J'eusse aimé à faire beaucoup pour vous. Vous me plaisez. »« Sire. »« Voyons, dit Charles avec un sourire, ne puis-je vous faire manquer à votre parole ? Duc, aidez-moi. Si l'on vous offrait, c'est-à-dire si je vous offrais, moi, le commandement général de mes mousquetaires. » D'Artagnan s'inclinant plus bas que la première fois, « J'aurais le regret de refuser ce que votre gracieuse majesté m'offrirait, dit-il. Un gentilhomme n'a que sa parole, et cette parole, j'ai eu l'honneur de le dire à votre majesté, est engagée au roi de France. »« N'en parlons donc plus, dit le roi en se tournant vers Athos. Et il laissa D'Artagnan plonger dans les plus vives douleurs du désappointement. « Ah, je l'avais bien dit, murmura le mousquetaire. Parole, ô bénite de cour, les rois ont toujours un merveilleux talent pour vous offrir ce qu'ils savent que nous n'accepterons pas et se montrer généreux sans risque. Sot,
Triple sot que j'étais d'avoir un moment espéré. Pendant ce temps, Charles prenait la main d'Athos. « Comte, lui dit-il, vous avez été pour moi un second père. Le service que vous m'avez rendu ne se peut payer. J'ai songé à vous récompenser, cependant. Vous fûtes créé par mon père chevalier de la Jarretière. C'est un ordre que tous les rois d'Europe ne peuvent porter. Par la reine régente, chevalier du Saint-Esprit, qui est un ordre non moins illustre. J'y joins cette toison d'or que m'a envoyée le roi de France, à qui le roi d'Espagne, son beau-père, en avait donné 2 à l'occasion de son mariage. Mais, en revanche, j'ai un service à vous demander. »« Sire, dit Athos, avec confusion, la toison d'or à moi, quand le roi de France est le seul de mon pays qui jouisse de cette distinction ? Je veux que vous soyez en votre pays et partout l'égal de tous ceux que les souverains auront honorés de leur faveur, dit Charles en tirant la chaîne de son cou. Et j'en suis sûr, comte, mon père me sourit du fond de son tombeau. Il est cependant étrange, se dit d'Artagnan, tandis que son ami recevait à genoux l'ordre éminent que lui conférait le roi. Il est cependant incroyable que j'ai toujours vu tomber la pluie des prospérités sur tous ceux qui m'entourent, et que pas une goutte ne m'ait jamais atteint. Ce serait à s'arracher les cheveux si l'on était jaloux, ma parole d'honneur. » Athos se releva. Charles l'embrassa tendrement. « Général, dit-il à Monk. Puis, s'arrêtant, avec un sourire, « Pardon, c'est duc que je voulais dire. Voyez-vous si je me trompe, c'est que le mot duc est encore trop court pour moi. Je cherche toujours un titre qui l'allonge. J'aimerais à vous voir si près de mon trône que je puisse vous dire, comme à Louis XIV, mon frère. Oh, j'y suis. Et vous serez presque mon frère, car je vous fais vice-roi d'Irlande et d'Écosse, mon cher duc. De cette façon, désormais, je ne me tromperai plus. » Le duc saisit la main du roi, mais sans enthousiasme, sans joie, comme il faisait toute chose. Cependant, son cœur avait été remué par cette dernière faveur. Charles, en ménageant habilement sa générosité, avait laissé au duc le temps de désirer, quoiqu'il n'eût pu désirer autant qu'on lui donnait. « Mordiou !» grommela d'Artagnan. « Voilà l'averse qui recommence. Oh, c'est à en perdre la cervelle !» Et il se tourna d'un air si contrit et si comiquement piteux que le roi ne put retenir un sourire. Monk se préparait à quitter le cabinet pour prendre congé de Charles. « Eh bien, quoi, mon féal, dit le roi au duc, vous partez ? S'il plaît à votre majesté, car en vérité je suis bien là, l'émotion de la journée m'a exténué, j'ai besoin de repos. »« Mais, dit le roi, vous ne partez pas sans monsieur d'Artagnan, j'espère. »« Pourquoi, sire ? dit le vieux guerrier. »« Mais, dit le roi, vous le savez bien, pourquoi ?» Monk regarda Charles avec étonnement. « J'en demande bien pardon à votre majesté, dit-il. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. »« Oh, c'est possible. Mais si vous oubliez, vous, monsieur d'Artagnan n'oublie pas. » L'étonnement se peignit sur le visage du mousquetaire. « Voyons, duc, dit le roi. N'êtes-vous pas logé avec monsieur d'Artagnan ? » « J'ai l'honneur d'offrir un logement à monsieur d'Artagnan, oui, sire. »« Cette idée vous est venue de vous-même et à vous seul ? » ?»« De moi-même et à moi seul, oui, sire. »« Eh bien, mais il n'en pouvait être différemment. Le prisonnier est toujours au logis de son vainqueur. » Monk rougit à son tour. « Ah, c'est vrai, je suis prisonnier de monsieur d'Artagnan. »« Sans doute, Monk, puisque vous ne vous êtes pas encore racheté. Mais ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vous ai arraché à monsieur d'Artagnan. C'est moi qui payerai votre rançon. » Les yeux de d'Artagnan reprirent leur gaieté et leur brillant. Le Gascon commençait à comprendre. Charles s'avança vers lui. « Le général, dit-il, n'est pas riche et ne pourrait vous payer ce qu'il vaut. Moi, je suis plus riche, certainement. Mais à présent que le voilà duc, et si ce n'est roi, du moins presque roi, il vaut une somme que je ne pourrais peut-être pas payer. Voyons, monsieur d'Artagnan, ménagez-moi. Combien vous dois-je ? » D'Artagnan, ravi de la tournure que prenait la chose, mais se possédant parfaitement, répondit.
Sire, votre majesté a tort de s'alarmer. Lorsque j'eus le bonheur de prendre sa grâce, monsieur Monk n'était que général. Ce n'est donc qu'une rançon de général qui m'est due. Mais que le général veuille bien me rendre son épée, et je me tiens pour payer, car il n'y a au monde que l'épée du général qui vaille autant que lui. « Otsfish, comme disait mon père, s'écria Charles II, voilà un galant propos et un galant homme, n'est-ce pas, duc ?» Sur mon honneur, répondit le duc. Oui, sire. Et il tira son épée. Monsieur, dit-il à d'Artagnan, voilà ce que vous demandez. Beaucoup ont tenu de meilleures lames, mais si modeste que soit la mienne, je ne l'ai jamais rendue à personne. D'Artagnan prit avec orgueil cette épée qui venait de faire un roi. Oh, oh, s'écria Charles II, quoi? Une épée qui m'a rendu mon trône sortirait de mon royaume et ne figurerait pas un jour parmi les joyaux de ma couronne? Non, sur mon âme, cela ne sera pas. Capitaine d'Artagnan, je donne 200 000 livres de cette épée. Si c'est trop peu, dites-le-moi. C'est trop peu, sire, répliqua d'Artagnan avec un sérieux inimitable. Et d'abord, je ne veux point la vendre. Mais votre majesté désire, et c'est là un ordre. J'obéis donc. Mais le respect que je dois à l'illustre guerrier qui m'entend me commande d'estimer à un tiers de plus le gage de ma victoire. Je demande donc 300 000 livres de l'épée, ou je la donne pour rien à votre majesté. Et, la prenant par la pointe, il la présenta au roi. Charles II se mit à rire aux éclats. « Galant homme et joyeux compagnon, Otsfish, n'est-ce pas, duc ?»« N'est-ce pas, comte ? Il me plaît et je l'aime. Tenez, chevalier d'Artagnan, dit-il, prenez ceci. » Et, allant à une table, il prit une plume et écrivit un bon de 300 000 livres sur son trésorier. D'Artagnan le prit et, se tournant gravement vers Monk, « J'ai encore demandé trop peu, je le sais, dit-il, mais, croyez-moi, monsieur le duc, j'eusse aimé mieux mourir que de me laisser guider par l'avarice. » Le roi se remit à rire comme le plus heureux coquenet de son royaume. « Vous reviendrez me voir avant de partir, chevalier, dit-il. J'aurai besoin d'une provision de gaieté, maintenant que mes Français vont être partis. »« Ah, sire, il n'en sera pas de la gaieté comme de l'épée du duc, et je la donnerai gratis à votre majesté, répliqua d'Artagnan, dont les pieds ne touchaient plus la terre. Et vous, comte, ajouta Charles en se tournant vers Athos, revenez aussi, j'ai un important message à vous confier. Votre main, duc. Monk serra la main du roi. Adieu, messieurs, dit Charles en tendant chacune de ses mains aux deux Français qui y posèrent leurs lèvres. Eh bien, dit Athos quand ils furent dehors, êtes-vous content ? Chut, dit d'Artagnan, tout ému de joie. Je ne suis pas encore revenu de chez le trésorier. La gouttière peut me tomber sur la tête. Chapitre 34. De l'embarras des richesses. D'Artagnan ne perdit pas de temps, et sitôt que la chose fut convenable et opportune, il rendit visite au seigneur trésorier de sa majesté. Il eut alors la satisfaction d'échanger un morceau de papier couvert d'une fort laide écriture contre une quantité prodigieuse d'écus frappés tout récemment à l'effigie de sa très gracieuse majesté Charles II. D'Artagnan se rendait facilement maître de lui-même. Toutefois, en cette occasion, il ne put s'empêcher de témoigner une joie que le lecteur comprendra peut-être, s'il daigne avoir quelque indulgence pour un homme qui, depuis sa naissance, n'avait jamais vu tant de pièces et de rouleaux de pièces juxtaposés dans un ordre vraiment agréable à l'œil. Le trésorier renferma tous ces rouleaux dans des sacs, ferma chaque sac d'une estampille aux armes d'Angleterre, faveur que les trésoriers n'accordent pas à tout le monde. Puis, impassible et tout juste aussi poli qu'il devait l'être envers un homme honoré de l'amitié du roi, il dit à d'Artagnan : « Emportez votre argent, monsieur. » « Votre argent !» Ce mot fit vibrer 1000 cordes que d'Artagnan n'avait jamais senties en son cœur. Il fit charger les sacs sur un petit chariot et revint chez lui, méditant profondément. Un homme qui possède 300 000 livres ne peut plus avoir le front uni. Une ride,
par chaque centaine de 1000 livres. Ce n'est pas trop. D'Artagnan s'enferma, ne dîna point, refusa sa porte à tout le monde, et, la lampe allumée, le pistolet armé sur la table, il veilla toute la nuit, rêvant au moyen d'empêcher que ces beaux écus, qui, du coffre royal, avaient passé dans ses coffres à lui, ne passassent de ses coffres dans les poches d'un larron quelconque. Le meilleur moyen que trouva le Gascon, ce fut d'enfermer son trésor momentanément sous des serrures assez solides pour que nul poignet ne les brisât, assez compliquées pour que nulle clé banale ne les ouvrît. D'Artagnan se souvint que les Anglais sont passés maîtres en mécanique et en industrie conservatrice. Il résolut d'aller dès le lendemain à la recherche d'un mécanicien qui lui vendit un coffre-fort. Il n'alla pas bien loin. Le sieur Will Jobson, domicilié dans Piccadilly, écouta ses propositions, comprit ses désastres et lui promit de confectionner une serrure de sûreté qui le délivra de toute crainte pour l'avenir. « Je vous donnerai, dit-il, un mécanisme tout nouveau. À la première tentative un peu sérieuse faite sur votre serrure, une plaque invisible s'ouvrira, un petit canon également invisible vomira un joli boulet de cuivre du poids d'un mare, qui jettera bas le maladroit, non sans un bruit notable. Qu'en pensez-vous » « Je dis que c'est vraiment ingénieux, s'écria d'Artagnan. Le petit boulet de cuivre me plaît véritablement. Ça, monsieur le mécanicien, les conditions, 15 jours pour l'exécution et 15 000 livres payables à la livraison, répondit l'artiste. D'Artagnan fronça le sourcil. 15 jours était un délai suffisant pour que tous les filous de Londres eussent fait disparaître chez lui la nécessité d'un coffre-fort. Quant aux 15 000 livres, c'était payé bien cher, ce qu'un peu de vigilance lui procurerait pour rien. « Je réfléchirai, fit-il. Merci, monsieur. » Et il retourna chez lui au pas de course. Personne n'avait encore approché du trésor. Le jour même, Athos vint rendre visite à son ami et le trouva soucieux au point qu'il lui en manifesta sa surprise. « Comment ? Vous voilà riche, dit-il, et pas gai. Vous qui désiriez tant la richesse. Mon ami, les plaisirs auxquels on n'est pas habitué gênent plus que les chagrins dont on avait l'habitude. Un avis, s'il vous plaît. Je puis vous demander cela, à vous qui avez toujours eu de l'argent. Quand on a de l'argent, qu'en fait-on ? Cela dépend. Qu'avez-vous fait du vôtre, pour qu'il ne fît de vous ni un avare, ni un prodigue, car l'avarice dessèche le cœur et la prodigalité le noie, n'est-ce pas ? Fabricius ne dirait pas plus juste. Mais, en vérité, mon argent ne m'a jamais gêné. Voyons, le placez-vous sur les rentes ? Non. Vous savez que j'ai une assez belle maison et que cette maison compose le meilleur de mon bien. Je le sais. En sorte que vous serez aussi riche que moi, plus riche même, quand vous le voudrez, par le même moyen. Mais les revenus, les encaissez-vous ? Non. Que pensez-vous d'une cachette dans un mur plein ? Je n'en ai jamais fait usage. C'est qu'alors vous avez quelque confident, quelque homme d'affaires sûr et qui vous paie l'intérêt à un taux honnête ? Pas du tout. Mon Dieu, que faites-vous alors ? Je dépense tout ce que j'ai, et je n'ai que ce que je dépense, mon cher d'Artagnan. Ah, voilà. Mais vous êtes un peu prince, vous, et 15 à 16 000 livres de revenus vous fondent dans les doigts, et puis vous avez des charges, de la représentation. Mais je ne vois pas que vous soyez beaucoup moins grand seigneur que moi, mon ami, et votre argent vous suffira bien juste. 300 000 livres ? Il y a là 2/3 de superflu. Pardon, mais il me semblait que vous m'aviez dit, j'ai cru entendre, enfin, je me figurais que vous aviez un associé. Ah, mordiou, c'est vrai, s'écria d'Artagnan en rougissant. Il y a Planchet. J'oubliais Planchet, sur ma vie. Eh bien, voilà mes 100 000 écus entamés. C'est dommage, le chiffre était rond, bien sonnant. C'est vrai, Athos, je ne suis plus riche du tout. Quelle mémoire vous avez ! Assez bonne, oui, Dieu merci. Ce brave Planchet, grommela d'Artagnan. Il n'a pas fait là un mauvais rêve. Quelle spéculation, peste ! Enfin, ce qui est dit, est dit. Combien lui donnez-vous ? Oh, fit d'Artagnan, ce n'est pas un mauvais garçon. Je m'arrangerai toujours bien avec lui. J'ai eu du mal, voyez-vous, des frais.
Tout cela doit entrer en ligne de compte. Mon cher, je suis bien sûr de vous, dit tranquillement Athos. Et je n'ai pas peur pour ce bon Planchet. Ses intérêts sont mieux dans vos mains que dans les siennes. Mais, à présent que vous n'avez plus rien à faire ici, nous partirons si vous m'en croyez. Vous irez remercier Sa Majesté, lui demander ses ordres, et, dans 6 jours, nous pourrons apercevoir les tours de Notre-Dame. Mon ami, je brûle en effet de partir, et de ce pas je vais présenter mes respects au roi. Moi, dit Athos, je vais saluer quelques personnes par la ville, et ensuite je suis à vous. Voulez-vous me prêter Grimaud ? De tout mon cœur. Qu'en comptez-vous faire ? Quelque chose de fort simple et qui ne le fatiguera pas. Je le prierai de me garder mes pistolets qui sont sur la table, à côté des coffres que voici. Très bien, répliqua imperturbablement Athos. Et il ne s'éloignera point, n'est-ce pas ? Pas plus que les pistolets eux-mêmes. Alors je m'en vais chez Sa Majesté. Au revoir. D'Artagnan arriva en effet au palais de Saint-James, où Charles II, qui écrivait sa correspondance, lui fit faire antichambre une bonne heure. D'Artagnan, tout en se promenant dans la galerie, des portes aux fenêtres et des fenêtres aux portes, crut bien voir un manteau pareil à celui d'Athos traverser les vestibules, mais au moment où il allait vérifier le fait, l'huissier l'appela chez Sa Majesté. Charles II se frottait les mains tout en recevant les remerciements de notre ami. « Chevalier, dit-il, vous avez tort de m'être reconnaissant. Je n'ai pas payé le quart de ce qu'elle vaut l'histoire de la boîte où vous avez mis ce brave général. Je veux dire, cet excellent duc d'Albermale. » Et le roi rit aux éclats. D'Artagnan crut ne pas devoir interrompre Sa Majesté et fit le gros dos avec modestie. « À propos, continua Charles, vous a-t-il vraiment pardonné, mon cher Monk ? » « Pardonné ? Mais j'espère que oui, sire. »« Eh, c'est que le tour était cruel, Hotsfish. Encaquer comme un hareng le premier personnage de la Révolution anglaise, à votre place, je ne m'y fierais pas, chevalier. Mais, sire, je sais bien que Monk vous appelle son ami, mais il a l'œil bien profond pour n'avoir pas de mémoire, et le sourcil bien haut pour n'être pas fort orgueilleux. Vous savez, grande supercilium. J'apprendrai le latin, bien sûr, se dit d'Artagnan. Tenez, s'écria le roi enchanté, il faut que j'arrange votre réconciliation. Je saurais m'y prendre de telle sorte. D'Artagnan se mordit la moustache. Votre Majesté me permet de lui dire la vérité. Dites, chevalier, dites. Eh bien, sire, vous me faites une peur affreuse. Si votre Majesté arrange mon affaire, comme elle paraît en avoir envie, je suis un homme perdu. Le duc me fera assassiner. Le roi partit d'un nouvel éclat de rire, qui changea en épouvante la frayeur de d'Artagnan. Sire, de grâce, promettez-moi de me laisser traiter cette négociation, et puis, si vous n'avez plus besoin de mes services... Non, chevalier. Vous voulez partir ? Répondit Charles avec une hilarité de plus en plus inquiétante. Si votre Majesté n'a plus rien à me demander... Charles redevint à peu près sérieux. Une seule chose. Voyez ma sœur, Lady Henriette. Vous connaît-elle ? Non, sire, mais un vieux soldat comme moi n'est pas un spectacle agréable pour une jeune et joyeuse princesse. Je veux, vous dis-je, que ma sœur vous connaisse. Je veux qu'elle puisse au besoin compter sur vous. Sire, tout ce qui est cher à votre Majesté sera sacré pour moi. Eh bien, Paris, viens, mon bon Paris. La porte latérale s'ouvrit et Paris entra, le visage rayonnant dès qu'il eut aperçu le chevalier. « Que fait Rochester ?» dit le roi. « Il est sur le canal avec les dames, » répliqua Paris. « Et Buckingham ?»« Aussi. »« Voilà qui est au mieux. Tu conduiras le chevalier près de Villiers. C'est le duc de Buckingham, chevalier, et tu prieras le duc de présenter M. d'Artagnan à Lady Henriette. » Paris s'inclina et sourit à d'Artagnan. « Chevalier, » continua le roi, « c'est votre audience de congé. Vous pourrez ensuite partir quand il vous plaira. Sire, merci. Mais faites bien votre paix avec Monk. »« Oh, sire, vous savez qu'il y a un de mes vaisseaux à votre disposition.
Mais, sire, vous me comblez, et je ne souffrirai jamais que des officiers de votre majesté se dérangent pour moi. » Le roi frappa sur l'épaule de d'Artagnan. « Personne ne se dérange pour vous, chevalier, mais bien pour un ambassadeur que j'envoie en France et à qui vous servirez volontiers, je crois, de compagnon, car vous le connaissez. » D'Artagnan regarda étonné. « C'est un certain comte de l'affaire, celui que vous appelez Athos, » ajouta le roi en terminant la conversation, comme il l'avait commencée, par un joyeux éclat de rire. « Adieu, chevalier, adieu. Aimez-moi comme je vous aime. » Et là-dessus, faisant un signe à Paris pour lui demander si quelqu'un n'attendait pas dans un cabinet voisin, le roi disparut dans ce cabinet, laissant la place au chevalier, tout étourdi de cette singulière audience. Le vieillard lui prit le bras amicalement et l'emmena vers les jardins. Chapitre 35. Sur le canal. Sur le canal, aux eaux d'un vert opaque, bordé de margelles de marbre où le temps avait déjà semé ses taches noires et des touffes d'herbes moussues, glissait majestueusement une longue barque plate, pavoisée aux armes d'Angleterre, surmontée d'un dais et tapissée de longues étoffes damassées qui traînaient leurs franges dans l'eau. 8 rameurs, pesant mollement sur les avirons, la faisaient mouvoir sur le canal avec la lenteur gracieuse des cygnes qui, troublés dans leur antique possession par le sillage de la barque, regardaient de loin passer cette splendeur et ce bruit. Nous disons ce bruit car la barque renfermait 4 joueurs de guitare et de luth, 2 chanteurs et plusieurs courtisans, tous chamarrés d'or et de pierreries, lesquels montraient leurs dents blanches à l'envi pour plaire à Lady Stuart, petite-fille de Henri IV, fille de Charles Ier, sœur de Charles II, qui occupait sous le dais de cette barque la place d'honneur. Nous connaissons cette jeune princesse, nous l'avons vue au Louvre avec sa mère, manquant de bois, manquant de pain, nourrie par le coadjuteur et les parlements. Elle avait donc, comme ses frères, passé une dure jeunesse. Puis, tout à coup, elle venait de se réveiller de ce long et horrible rêve, assise sur les degrés d'un trône, entourée de courtisans et de flatteurs. Comme Marie Stuart au sortir de la prison, elle aspirait donc la vie et la liberté, et, de plus, la puissance et la richesse. Lady Henriette, en grandissant, était devenue une beauté remarquable que la Restauration qui venait d'avoir lieu avait rendue célèbre. Le malheur lui avait ôté l'éclat de l'orgueil, mais la prospérité venait de le lui rendre. Elle resplendissait dans sa joie et son bien-être, pareil à ces fleurs de serre qui, oubliées pendant une nuit aux premières gelées d'automne, ont penché la tête, mais qui le lendemain, réchauffées à l'atmosphère dans laquelle elles sont nées, se relèvent plus splendides que jamais. Lord Villiers de Buckingham, fils de celui qui joue un rôle si célèbre dans les premiers chapitres de cette histoire, Lord Villiers de Buckingham, beau cavalier, mélancolique avec les femmes, rieur avec les hommes, et Villemot de Rochester, rieur avec les deux sexes, se tenait en ce moment debout devant Lady Henriette et se disputait le privilège de la faire sourire. Quant à cette jeune et belle princesse, adossée à un coussin de velours brodé d'or, les mains inertes et pendantes qui trempaient dans l'eau, elle écoutait nonchalamment les musiciens sans les entendre, et elle entendait les 2 courtisans sans avoir l'air de les écouter. C'est que Lady Henriette, cette créature pleine de charme, cette femme qui joignait les grâces de la France à celles de l'Angleterre, n'ayant pas encore aimé, était cruelle dans sa coquetterie. Aussi, le sourire, cette naïve faveur des jeunes filles, n'éclairait pas même son visage, et si parfois elle levait les yeux, c'était pour les attacher avec tant de fixité sur l'un ou l'autre cavalier que leur galanterie si effrontée qu'elle fût d'habitude s'en alarmait et en devenait timide. Cependant, le bateau marchait toujours, les musiciens faisaient rage, et les courtisans commençaient à s'essouffler comme eux. D'ailleurs, la promenade paraissait sans doute monotone à la princesse, car, secouant tout à coup la tête d'impatience, « Allons, dit-elle, assez comme cela, messieurs, rentrons. »« Ah, madame, dit Buckingham, nous sommes bien malheureux. Nous n'avons pu réussir à faire trouver la promenade agréable à votre Altesse. »
Ma mère m'attend, répondit Lady Henriette. Puis, je vous l'avouerai franchement, messieurs, je m'ennuie. Et tout en disant ce mot cruel, la princesse essayait de consoler par un regard chacun des deux jeunes gens, qui paraissaient consternés d'une pareille franchise. Le regard produisit son effet, les deux visages s'épanouirent, mais aussitôt, comme si la royale coquette eût pensé qu'elle venait de faire trop pour de simples mortels, elle fit un mouvement, tourna le dos à ses deux orateurs et parut se plonger dans une rêverie à laquelle il était évident qu'il n'avait aucune part. Buckingham se mordit les lèvres avec colère, car il était véritablement amoureux de Lady Henriette, et en cette qualité, il prenait tout au sérieux. Rochester se les mordit aussi, mais comme son esprit dominait toujours son cœur, ce fut purement et simplement pour réprimer un malicieux éclat de rire. La princesse laissait donc errer sur la berge au gazon fin et fleuri ses yeux qu'elle détournait des deux jeunes gens. Elle aperçut au loin Paris et d'Artagnan. « Qui vient là-bas » demanda-t-elle. Les deux jeunes gens firent volte-face avec la rapidité de l'éclair. « Paris » répondit Buckingham. « Rien que Paris. »« Pardon, » dit Rochester, « mais je lui vois un compagnon, ce me semble. »« Oui, d'abord, » reprit la princesse avec langueur. Puis, « Que signifient ces mots « rien que Paris » dites, milord. Parce que, madame, répliqua Buckingham, piqué, parce que le fidèle Paris, l'errant Paris, l'éternel Paris, n'est pas, je crois, de grande importance. Vous vous trompez, monsieur le duc. Paris, l'errant Paris, comme vous dites, a erré toujours pour le service de ma famille, et voir ce vieillard est toujours pour moi un doux spectacle. Lady Henriette suivait la progression ordinaire aux jolies femmes, et surtout aux femmes coquettes. Elle passait du caprice à la contrariété. Le galant avait subi le caprice, le courtisan devait plier sous l'humeur contrariante. Buckingham s'inclina, mais ne répondit point. « Il est vrai, madame, dit Rochester en s'inclinant à son tour, que Paris est le modèle des serviteurs. Mais, madame, il n'est plus jeune, et nous ne rions, nous, qu'en voyant les choses gaies. Est-ce bien gai, un vieillard ?»« Assez, milord, dit sèchement Lady Henriette. Ce sujet de conversation me blesse. Puis, comme se parlant à elle-même, « Il est vraiment inouï, continua-t-elle, combien les amis de mon frère ont peu d'égard pour ses serviteurs. »« Ah, madame, s'écria Buckingham, votre grâce me perce le cœur avec un poignard forgé par ses propres mains. » Que veut dire cette phrase tournée en manière de madrigal français, monsieur le duc ? Je ne la comprends pas. Elle signifie, madame, que vous-même, si bonne, si charmante, si sensible, vous avez ri quelquefois, pardon, je voulais dire souri, des radotages futiles de ce bon Paris pour lequel votre Altesse se fait aujourd'hui d'une si merveilleuse susceptibilité. « Eh bien, milord, dit Lady Henriette, si je me suis oubliée à ce point, vous avez tort de me le rappeler. » Et elle fit un mouvement d'impatience. « Ce bon Paris veut me parler, je crois. Monsieur de Rochester, faites donc aborder, je vous prie. » Rochester s'empressa de répéter le commandement de la princesse. 1 minute après, la barque touchait le rivage. « Débarquons, messieurs, » dit Lady Henriette en allant chercher le bras que lui offrait Rochester, bien que Buckingham fût plus près d'elle et eût présenté le sien. Alors Rochester, avec un orgueil mal dissimulé qui perça d'outre en outre le cœur du malheureux Buckingham, fit traverser à la princesse le petit pont que les gens de l'équipage avaient jeté du bateau royal sur la berge. « Où va votre grâce ?» demanda Rochester. « Vous le voyez, milord, vers ce bon Paris qui erre, comme disait milord Buckingham, et me cherche avec ses yeux affaiblis par les larmes qu'il a versées sur nos malheurs. »« Oh, mon Dieu, dit Rochester, que votre Altesse est triste aujourd'hui, madame. Nous avons, en vérité, l'air de lui paraître des fous ridicules. »« Parlez pour vous, milord, interrompit Buckingham avec dépit. Moi, je déplais tellement à son Altesse que je ne lui parais absolument rien. »
Ni Rochester ni la princesse ne répondirent. On vit seulement Lady Henriette entraîner son cavalier d'une course plus rapide. Buckingham resta en arrière et profita de cet isolement pour se livrer, sur son mouchoir, à des morsures tellement furieuses que la batiste fut mise en lambeaux au 3e coup de dent. « Paris, bon Paris, dit la princesse avec sa petite voix, viens par ici. Je vois que tu me cherches et j'attends. »« Ah, madame, dit Rochester, venant charitablement au secours de son compagnon, demeurez, comme nous l'avons dit, en arrière. Si Paris ne voit pas votre Altesse, l'homme qui le suit est un guide suffisant, même pour un aveugle, car en vérité, il a des yeux de flamme. C'est un fanal à double lampe que cet homme. »« Éclairant une fort belle et fort martiale figure, dit la princesse, décidée à rompre en visière à tout propos. Rochester s'inclina. « Une de ces vigoureuses têtes de soldats comme on n'en voit qu'en France, ajouta la princesse avec la persévérance de la femme sûre de l'impunité. Rochester et Buckingham se regardèrent comme pour se dire « Mais qu'a-t-elle donc ?» « Voyez, monsieur de Buckingham, ce que veut Paris, dit Lady Henriette. Allez. » Le jeune homme, qui regardait cet ordre comme une faveur, reprit courage et courut au-devant de Paris, qui, toujours suivi par d'Artagnan, s'avançait avec lenteur du côté de la noble compagnie. Paris marchait avec lenteur à cause de son âge. D'Artagnan marchait lentement et noblement, comme devait marcher d'Artagnan doublé d'un tiers de million, c'est-à-dire sans forfanterie, mais aussi sans timidité. Lorsque Buckingham, qui avait mis un grand empressement à suivre les intentions de la princesse, laquelle s'était arrêtée sur un banc de marbre, comme fatiguée des quelques pas qu'elle venait de faire, lorsque Buckingham, disons-nous, ne fut plus qu'à quelques pas de Paris, celui-ci le reconnut. « Ah, milord, dit-il, tout essoufflé, votre grâce veut-elle obéir au roi ?»« En quoi, monsieur Paris ?» demanda le jeune homme avec une sorte de froideur tempérée par le désir d'être agréable à la princesse. « Eh bien, sa majesté prie votre grâce de présenter monsieur à Lady Henriette Stuart. »« Monsieur qui, d'abord ?» demanda le duc avec hauteur. D'Artagnan, on le sait, était facile à effaroucher. Le ton de milord Buckingham lui déplut. Il regarda le courtisan à la hauteur des yeux et 2 éclairs brillèrent sous ses sourcils froncés. Puis, faisant un effort sur lui-même, « Monsieur le chevalier d'Artagnan, milord, » répondit-il tranquillement. « Pardon, monsieur, mais ce nom m'apprend votre nom, voilà tout. »« C'est-à-dire ?»« C'est-à-dire que je ne vous connais pas. »« Je suis plus heureux que vous, monsieur, » répondit d'Artagnan, « car moi, j'ai eu l'honneur de connaître beaucoup votre famille, et particulièrement milord duc de Buckingham, votre illustre père. »« Mon père ?» fit Buckingham. « En effet, monsieur, il me semble maintenant me rappeler. Monsieur le chevalier d'Artagnan, dites-vous » D'Artagnan s'inclina. « En personne, dit-il. »« Pardon, n'êtes-vous point l'un de ces Français qui eurent avec mon père certains rapports secrets ?»« Précisément, monsieur le duc, je suis un de ces Français-là. »« Alors, monsieur, permettez-moi de vous dire qu'il est étrange que mon père, de son vivant, n'ait jamais entendu parler de vous. »« Non, monsieur, mais il en a entendu parler au moment de sa mort. C'est moi qui lui ai fait passer, par le valet de chambre de la reine Anne d'Autriche, l'avis du danger qu'il courait. Malheureusement, l'avis est arrivé trop tard. »« N'importe, monsieur, dit Buckingham. Je comprends maintenant qu'ayant eu l'intention de rendre un service au père, vous veniez réclamer la protection du fils. »« D'abord, milord, répondit flegmatiquement d'Artagnan, je ne réclame la protection de personne. Sa Majesté le roi Charles II, à qui j'ai eu l'honneur de rendre quelques services. Il faut vous dire, monsieur, que ma vie s'est passée à cette occupation. Le roi Charles II, donc, qui veut bien m'honorer de quelque bienveillance, a désiré que je fusse présenté à Lady Henriette, sa sœur, à laquelle j'aurais peut-être aussi le bonheur d'être utile dans l'avenir. Or, le roi vous savait en ce moment auprès de son Altesse, et m'a adressé à vous par l'entremise de Paris. Il n'y a pas d'autre mystère. Je ne vous demande absolument rien, et si vous ne voulez pas me présenter à son Altesse, j'aurai la douleur de me passer de vous,
et la hardiesse de me présenter moi-même. » « Au moins, monsieur, répliqua Buckingham, qui tenait à avoir le dernier mot, vous ne reculerez pas devant une explication provoquée par vous. »« Je ne recule jamais, monsieur, » dit d'Artagnan. « Vous devez savoir alors, puisque vous avez eu des rapports secrets avec mon père, quelques détails particuliers. Ces rapports sont déjà loin de nous, monsieur, car vous n'étiez pas encore né. Et pour quelques malheureux ferrets de diamants que j'ai reçus de ses mains et rapportés en France, ce n'est vraiment pas la peine de réveiller tant de souvenirs. »« Ah, monsieur, dit vivement Buckingham en s'approchant de d'Artagnan et en lui tendant la main, c'est donc vous ? Vous que mon père a tant cherché et qui pouviez tant attendre de nous ? » ?»« Attendre, monsieur ? En vérité, c'est là mon fort, et toute ma vie j'ai attendu. » Pendant ce temps, la princesse, lasse de ne pas voir venir à elle l'étranger, s'était levée et s'était approchée. « Au moins, monsieur, dit Buckingham, n'attendrez-vous point cette présentation que vous réclamez de moi ?» Alors, se retournant et s'inclinant devant Lady Henriette, « Madame, dit le jeune homme, le roi votre frère désire que j'aie l'honneur de présenter à votre Altesse monsieur le chevalier d'Artagnan. » « Pour que votre Altesse ait au besoin un appui solide et un ami sûr, ajouta Paris. D'Artagnan s'inclina. « Vous avez encore quelque chose à dire, Paris ?» répondit Lady Henriette, souriant à d'Artagnan, tout en adressant la parole au vieux serviteur. « Oui, madame, le roi désire que votre Altesse garde religieusement dans sa mémoire le nom et se souvienne du mérite de monsieur d'Artagnan, à qui sa majesté doit, dit-elle, d'avoir recouvré son royaume. » Buckingham, la princesse et Rochester se regardèrent étonnés. « Cela, dit d'Artagnan, est un autre petit secret dont, selon toute probabilité, je ne me vanterai pas au fils de sa majesté, le roi Charles II, comme j'ai fait à vous à l'endroit des ferrets de diamants. »« Madame, dit Buckingham, monsieur vient, pour la seconde fois, de rappeler à ma mémoire un événement qui excite tellement ma curiosité que j'oserais vous demander la permission de l'écarter un instant de vous pour l'entretenir en particulier. »« Faites, milord, dit la princesse, mais rendez bien vite à la sœur cet ami si dévoué au frère. » Et elle reprit le bras de Rochester pendant que Buckingham prenait celui de d'Artagnan. « Oh, racontez-moi donc, chevalier, dit Buckingham, toute cette affaire des diamants que nul ne sait en Angleterre, pas même le fils de celui qui en fut le héros. Milord, une seule personne avait le droit de raconter toute cette affaire, comme vous dites. C'était votre père. Il a jugé à propos de se taire, je vous demanderai la permission de l'imiter. » Et d'Artagnan s'inclina en homme sur lequel il est évident qu'aucune instance n'aura de prise. « Puisqu'il en est ainsi, monsieur, dit Buckingham, pardonnez-moi mon indiscrétion, je vous prie, et si quelques jours, moi aussi, j'allais en France, » et il se retourna pour donner un dernier regard à la princesse, qui ne s'inquiétait guère de lui, tout occupée qu'elle était ou paraissait être de la conversation de Rochester. Buckingham soupira. « Eh bien, demanda d'Artagnan, je disais donc que si quelques jours, moi aussi, j'allais en France. »« Vous irez, milord, dit en souriant d'Artagnan, c'est moi qui vous en réponds. »« Et pourquoi cela ? » ?»« Oh, j'ai d'étranges manières de prédiction, moi, et une fois que je prédis, je me trompe rarement. Si donc vous venez en France, eh bien, monsieur, vous à qui les rois demandent cette précieuse amitié qu'il leur rend des couronnes, j'oserais vous demander un peu de ce grand intérêt que vous avez voué à mon père. »« Milord, répondit d'Artagnan, croyez que je me tiendrais pour fort honoré si, là-bas, vous voulez bien encore vous souvenir que vous m'avez vu ici. Et maintenant, permettez. » Se retournant alors vers Lady Henriette. « Madame, dit-il, votre Altesse est fille de France, et en cette qualité, j'espère la revoir à Paris. Un de mes jours heureux sera celui où votre Altesse me donnera un ordre quelconque qui me rappelle, à moi, qu'elle n'a point oublié les recommandations de son auguste frère. » Et il s'inclina devant la jeune princesse,
qui lui donna sa main à baiser avec une grâce toute royale. « Ah, madame, dit tout bas Buckingham, que faudrait-il faire pour obtenir de votre Altesse une pareille faveur ?»« Dame, milord, répondit Lady Henriette, demandez à monsieur d'Artagnan, il vous le dira.